Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de phylactères, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler de BD. C'est pour ça que ça se nomme Strip Track TV. Comment vas-tu bien, monsieur Christophe, notre grand amateur de BD? Très très bien. Écoute, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Strip Track et je suis très très content parce qu'on a un super programme pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Il y a de très beaux bouquins qui sortent. Bon, on ne s'est pas vu parce qu'il y avait les vacances, Voilà. tout ça, enfin bref, la vie, etc. Donc, on va commencer par parler de ces BD que j'ai là entre les mains. Alors, tu en as amené un certain nombre, histoire de voir un petit peu qui est cet auteur. Et moi, j'ai lu de manière plus spécifique celle-là, c'est Martha et Alan, c'est monsieur Emmanuel Guibert, d'après les souvenirs d'Alan Ingram Cope. Je ne sais pas, moi je ne connaissais pas cet auteur car je le précise pour les gens qui découvrent les strip tracks. Moi j'étais un lecteur de BD il y a très très longtemps, dans les années 80. J'ai arrêté d'en lire, je ne suis absolument pas de l'actualité des BD, donc je n'achète pas de BD. Je ne lis que celles que tu me conseilles, que tu me proposes de lire pour en parler ici. Donc tu as considéré que celle-ci pouvait m'intéresser. Donc je découvre ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Guibert et je découvre son ouvrage Martha et Alan. C'est édité par l'association. Tout à fait. Et ça sort fin septembre. Fin 2016. septembre 2016. Donc ça va arriver, c'est arrivé. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Alors vas-y, fais-nous un petit brief sur ce que c'est, quoi, comment, pourquoi. Donc déjà voilà, pourquoi Martha et Alan et Emmanuel Guibert à l'origine, il y a la guerre d'Alan. Je vais les mettre là, après, Voilà, la guerre d'Alan. C'est une relation très particulière, la guerre d'Alan. Alan Ingram Cope et sa relation avec Emmanuel Guibert. Il faut savoir qu'ils se sont rencontrés en 95 à peu près, en 94-95. Alan avait 69 ans, Guibert en avait 30 et Emmanuel Guibert est devenu un passionné de cet homme. Voilà, tout simplement. Voilà. Ils se sont rencontrés. Mais c'est qui cet homme? Et justement, ces personnes. C'est un Américain qui est né en 1925 en Californie, qui a fait en 44, 43, il est arrivé, il a fait son service militaire pendant la guerre, donc il est arrivé en France après le débarquement. Et puis il a fait sa guerre, il est resté en France et puis voilà, il a vécu sa vie, mais il a rien produit ni créé. Ah, c'est pas un héros de guerre, c'est pas un héros de guerre. C'est pas un mec qui a inventé quelque chose, c'est pas un type qui a écrit, qui a fait de l'art, rien. C'est un mec normal qui a une vie standard. Tout à fait, mais justement, je pense que pour un peu expliquer la relation et pourquoi est-ce que Guibert est devenu passionné de cet homme-là, il faut juste lire l'introduction, l'avant-propos du tome 1. Mais je vais je vais te le dire. Voilà. Mais moi, je vais juste t'en dire quelques extraits. Donc, on ne savait pas qu'on aurait 5 ans pour être amis. On a fait comme si on le savait, parce que du coup, ils n'ont vécu vraiment que 5 ans. Ensemble. Il est mort juste. Il est mort 5 ans après. D'accord. Et il m'a dit l'an dernier, c'est important que je t'intéresse. Et c'est vrai que ça nous importait, lui de bien raconter, moi de bien l'écouter. À certaines heures, j'aurais été attablé face à Henri Miller, que je n'aurais pas été plus remué. C'était vraiment un écrivain qui parlait. Mais lui, il n'a jamais écrit. Il a fait quelques poèmes, etc., mais il n'a jamais été publié. D'accord. Cope. Okay. Mais en racontant sa vie, ce qu'a fait Guibert, c'est que quand il a rencontré cet homme-là, il a été vraiment passionné par l'homme. Mais il a rencontré les circonstances à l'île de Ré, tout simplement, en villégiature, en vacances. En vacances. Tu croises un mec et tu discustes avec. Et voilà, tout à fait. Tu as l'impression que le type, il a une vie extraordinaire, ou enfin, en tout cas, il a une façon de raconter. Une façon de raconter. Il a voilà, tout ce que Cope lui racontait de sa vie. Guibert voyait ça. Ça résonnait. Ça lui parlait totalement. Et du coup, il l'a enregistré pendant des heures et des heures et des heures. Ils ont parlé des heures au téléphone, ils se sont échangés des centaines de lettres. Ils ont beaucoup passé de temps ensemble. C'est un Américain, Emmanuel Guibert? Non, c'est un Français. Un Français. Ils se sont rencontrés à l'île de Ré. Parce que Cope vivait en France. Ah, d'accord, ok. Je me disais, il a fait quoi, des voyages, des allers-retours aux États-Unis? Non, Cope vivait en France. Et voilà. Et il lui a raconté sa vie et Guibert a trouvé ça tellement fabuleux qu'il a décidé de raconter la vie de cet homme. Ses souvenirs, donc ça commence par la guerre d'Alan, donc ça commence en 40, donc il a 18 ans tout simplement, c'est le petit piou-piou qui est jamais sorti de chez lui, qui a une vie qui est assez timide, etc. et qui va faire le premier tome, donc il est sorti en 2000, donc un an après la mort de Cope. Ouais. Il avait commencé à réaliser avec de son vivant, il avait montré des planches, parce que manifestement Cope était quelqu'un de très amateur d'art, de littérature, de musique, etc. Donc ils ont beaucoup il avait quand même, dans sa façon de raconter, j'imagine, ou d'appréhender les choses,
Il avait un sens il avait quelque artistique. chose, voilà, il avait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu Et ces il échanges-là. lui avait dit qu'il allait travailler sur une BD Bien ou sûr, quelque chose sur bien lui. sûr, tout à fait, D'accord. tout à fait. Et le gros regret de Guibert, c'est que de ne pas avoir pu aller plus loin avec lui, hein, puisque il perd un ami en même temps, quelqu'un avec une relation très très forte. Et il va raconter effectivement la vie de cet homme. Donc les 3 premiers tomes, donc il a commencé en 2000, et là on a en 2016, donc tu vois un nouveau tome vient de sortir. En 2000, il sort le tome 1, en 2002, il sort le tome 2, en 2008, il sort le tome 3. Donc le premier, c'est la préparation militaire, le deuxième, c'est l'arrivée en Allemagne, et le troisième, c'est un peu la démobilisation. Ok. Et puis, dès 2000, dès le tome 1, il dit qu'il va raconter la suite. Il va raconter pas la suite, il va raconter l'enfance d'Alan. D'accord. En 2000, il savait déjà Qu'il qu'il allait vraiment D'accord. parler de cet homme-là. Et donc, alors graphiquement, c'est fabuleux. Hein, Oui, c'est très beau. c'est C'est-à-dire que Guibert. parce que Emmanuel Guibert, en fait, il est dessinateur. Il est dessinateur et scénariste. Et scénariste. Sauf que là, le scénario, ouais, il a peut-être scénarisé un petit peu ce que lui racontait Copp, mais le scénario, c'est Copp. C'est pas vraiment un scénario, c'est une histoire qui est racontée. Lui, il l'a enregistré sur cassette audio, et après, il en fait une écriture tout en gardant le langage de Copp. Mais après, tu as un travail, on va dire, scénaristique fait par l'auteur, puisqu'il sélectionne les passages, comment la façon de le raconter, etc. hein. Il y a un vrai travail. Guibert est un auteur complet, c'est-à-dire qu'il fait à la fois, et c'est un auteur qui fait beaucoup d'albums. Hein. Il a une production énorme, enfin très importante, qui en plus, chaque fois, c'est des petits bijoux. Je crois que sa bande dessinée la plus connue, c'est Le Photographe. En tout cas, c'est celle qui, je crois, a eu le plus de succès critique et public. Et là, voilà, on est sur une. Moi, je ne sais plus si je l'ai lu ou s'il me l'a dit. La seule fois où je l'ai rencontré, on a eu une rapide conversation. Mais il a dit que le travail de raconter la vie d'Alan, c'était l'œuvre de sa vie. D'accord, c'est extraordinaire. Il a expliqué pourquoi quelque part ça l'avait touché. Est-ce que ça transcende dans les deux pages? Là, on ne le voit pas. Enfin, si. J'en parlerai juste après de celui-là. Mais est-ce que là, on ne le voit jamais. Ce n'est que la voix d'Alan Copp qui raconte. Est-ce qu'il a expliqué le fond de son propos? Pourquoi s'est intéressé à la vie de cet homme si ordinaire, qui est en fait extraordinaire finalement, puisque c'est quelqu'un qui manifestement, je parle de Copp. Oui, de Copp. On parle a une vie ordinaire, mais une façon de la raconter extraordinaire, mais pas probablement à part un poème ou deux. C'est ça, manifestement. Il a fait quelques poèmes, etc. Il a fait des écrits qui ont C'est-à-dire, ça serait quelqu'un qui aurait des choses à raconter, mais pas les outils. Et voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que M. Ingram Copp avait des choses en lui, mais il ne savait pas peindre, il ne savait pas chanter, il ne savait pas écrire suffisamment en tout cas, il n'a jamais eu envie de le faire. Ou la volonté de le faire. Voilà. En fait, c'est rigolo parce que ça rejoint ce que je pense depuis un certain temps par rapport au sport et autres. C'est qu'il y a énormément de gens qui sont super intéressants, mais on ne les découvre jamais, y compris dans le sport. Probablement que l'homme qui court le plus vite du monde n'est pas Usain Bolt, mais il ne le sait pas, le type, parce que la course à pied ne l'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, pareil, c'est-à-dire que c'est un type qui a des choses en lui à raconter. Qui a un talent. Mais soit il n'a pas envie, soit il n'a pas les moyens de les verbaliser. C'est-à-dire qu'on peut les verbaliser, mais il y a une différence entre verbaliser pour soi ou un petit groupe de personnes et toucher un maximum de monde. Parce que quand on lit ça, c'est une situation standard, mais la façon dont c'est verbalisé, ça doit toucher beaucoup de monde. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça. Je ne sais pas si chez vous, vous avez compris ce que j'essaye de dire. Et ce sont les termes. C'est pour ça que c'est ce que raconte l'avant-propos d'un garde Alan tome 1. Guibert, dès le départ, dès 2000, il raconte pourquoi est-ce qu'il veut raconter la vie de cet homme. Parce que, grosso modo, il veut traduire en images à bande dessinée le propos, la façon de raconter d'Alan Copp. Parce que tous les propos sont rigoureusement le phrasé. De sa manière de raconter. Ouais. C'est de la retranscription écrite de propos oraux. C'est rigolo. Alors, ça voudrait dire que si cet homme, c'est-à-dire Guibert, s'assoit devant cette personne qui se met à raconter quelque chose et que lui, il est touché, ça veut dire que finalement, il manque une manière de faire vivre les choses aux gens. C'est-à-dire que un cinéaste aurait filmé ce mec en train de raconter. Mais ça n'intéresse pas les gens, un mec qui parle à une caméra en permanence. Alors, ça qui est drôle. Je sais pas, il y a peut-être un. C'est justement France Culture. Si vous allez sur le site de France Culture ou si vous recherchez via Google Alan Ingram Copp,
vous allez tomber sur un fichier audio de France Culture, une émission de France Culture, où justement, c'est l'équipe de France Culture avec Guibert qui sont allés là où vivait Copp sur l'île de Ré, et on commençait, et on parlait de l'homme avec ses amis, etc. Et il y a aussi des extraits sonores de la voix de Copp. Où on entend parler. Voilà. Donc, toi, même, c'est après mais c'est 15 ans après sa mort, ou 10 ans après sa mort. Ça sort et on entend. Voilà, parce qu'il l'a enregistré. Donc, il l'a enregistré, il a des bandes. Et d'ailleurs, il dit un jour, je publierai la voix d'Alan Copp. Oui, mais le truc, c'est ça, c'est que pour toucher les gens, faire juste un truc audio où un mec parle, ça touche moins de public qu'une BD ou un film à grand spectacle et autres. Donc, tout simplement, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Alan Copp a rencontré un artiste et l'artiste a été touché par cet homme. Et justement, ce que tu dis, ce talent qui n'était pas reconnu, eh ben, il y a un artiste qui a réussi à le reconnaître et a voulu en faire quelque chose. Sauf que c'est clairement, moi j'ai lu que celui-là, hein, ça, c'est clairement indiqué là-dedans, parce que c'est quand même étonnant comme fonctionnement, parce qu'en général, l'art, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le dit en utilisant des outils artistiques, le cinéma, la peinture, voilà. Sauf que effectivement, quand on n'a pas ce talent, quand on n'a pas la technique ou autre, quand on a une vie parce que la vie, il faut se nourrir, un toit, tout ça, on n'est pas forcément dirigé vers une voie qui va nous permettre d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui va servir de relais. Tout à fait, mais justement, c'est la force de Guibert. Emmanuel Guibert est un auteur qui est extraordinaire, qui a une humilité énorme, tout en étant un grand... enfin, c'est un artiste, donc il a aussi son expression à faire. Et d'ailleurs, il le dit, c'est que quand il entendait Alan, il imaginait des images et il voulait retranscrire en images ce qu'il imaginait, ce qu'il voyait en images. Et puis après, les premières planches qu'il a faites, évidemment, il les montrait à Alan et Alan corrigeait quelques trucs par rapport à des détails visuels, etc. Et puis il dit, à la mort d'Alan, 5 ans plus tard, il avait plus cette source-là d'informations. Et il dit, c'est pas grave. Enfin, à part le fait d'avoir perdu son ami, c'est pas grave parce que lui est né dans le sud de la France, Alan est né en Californie, il dit, nos palmiers se valent. D'accord. Ouais. Donc c'est là où je pense qu'il retrouve cet homme-là. C'est une rencontre extraordinaire pour M. Copp et aussi Guibert, parce que il y a des tas de gens qui écrivent, qui font des films et autres, qui, quand ils tombent sur un personnage comme ça, ils notent tout, puis ils en font quelque chose sans relation directe. Alors que là, il a eu je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il a quand même sourcé son truc et mis en avant la personne. Clairement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs de films et autres, ou de romanciers, d'écrivains qui voient des gens particuliers et en font des personnages sans... C'est marqué d'après les souvenirs, donc il ne dit pas que c'est pas une autobiographie, c'est pas un homme qui scénarise sa vie et qui la raconte et qui va en faire un scénario, c'est quelqu'un qui lui raconte ses souvenirs et là l'artiste il en fait ce que lui en a ressenti. Et avait envie de mettre cette personne mais avec la parole, voilà. Okay. Et donc tu as la guerre d'Alan, ensuite tu as eu en 2008, tu avais l'enfance d'Alan, justement, qui était annoncée dès 2000, qui là raconte l'enfance d'Alan, donc 1925, ses premières années pendant la Grande Dépression, évidemment. Donc les premières planches sont en couleur et après on revient encore en noir et blanc, parce que là c'est contemporain, tu vois, les images sont contemporaines. Et puis après, dès qu'on passe au noir et blanc, c'est qu'on vient vraiment à l'époque, à cette époque-là. Donc pareil, graphiquement, c'est encore extraordinaire. Il a un coup de crayon, c'est encore plus beau dans celui-là, celui dont on va parler. Une carte postale, c'est ton marque-page. C'est mon marque-page. Et donc là, en plus, c'est intéressant pour la personne qui aime l'histoire, parce qu'on voit la vie au quotidien, des souvenirs en plus d'un enfant de 4 ans, de 4 à 11 ans à peu près, pendant la Grande Dépression, une vie, et il parle de tout, de son rapport à Dieu, de ses parents, et ça finit, on peut le dire, parce qu'on le sait dès la guerre d'Alan, par la mort de sa mère, et là aussi il a de fortes pensées, alors que pendant tout le propos, ce sont juste des anecdotes qui sont racontées de manière totalement simple. Il y a un moment, quand il arrive à la mort de sa mère, il explique que sa mère, quand il n'a pas pleuré à la mort de sa mère, et il l'explique tout simplement, c'est que l'événement était trop grand. Comme il dit, j'ai pas eu peur pendant la guerre, parce que l'événement était tellement grand pour lui qu'il ne pouvait pas pleurer, il ne pouvait pas avoir peur, c'était trop important, trop grand pour lui. D'accord. C'est un gars qui a beaucoup d'humilité, donc là, voilà, l'enfance d'Alan. Il y a quelques images retravaillées un petit peu, des photos. Oui, alors est-ce que la question est toujours, et ça va encore plus se poser sur le dernier, sur le nouveau, la question est de savoir le rapport à la photographie. Mais là, tu vois, c'est quand même un vrai travail graphique superbe, avec des séquences.
et des mises en noir qui sont extraordinaires. Et maintenant, vient de sortir, il y a cette chose. voilà, Martha et Alan, qui est un peu à part, qui traite à la fois de son enfance, son adolescence et de la période juste avant son départ à l'armée. Donc c'est sa relation avec Martha. C'est une sorte d'histoire d'amour, mais rétrospective. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être à la fin, parce qu'une fois qu'il a essayé de retrouver cette femme-là à différents stades de sa vie, il l'a rencontrée, il était vraiment enfant, et puis après il essaye de la retrouver plusieurs fois, parce que la vie les a séparés, jusqu'à sa retraite, jusqu'à l'âge de 60 ans. Et finalement, manifestement, c'est un peu après coup qu'il découvre que c'était peut-être un amour, quoi. Oui, bien sûr. C'était son amour. Alors celui-là, je l'ai lu. Alors c'est rigolo parce que je l'ai lu sans du tout connaître ce que tu viens de me raconter. Donc j'étais totalement détaché de l'histoire qui liait Emmanuel Guibert et Ingram Kopp. Je n'avais pas la moindre idée je ne me suis même pas posé la question. Moi j'ai pris la BD, je l'ai lu, peu m'importe. Mais du coup, c'est un autre éclairage qui arrive. Donc ce que moi j'avais imaginé, ce que j'ai ressenti en la lisant, avec ces informations nouvelles, c'est peut-être autre chose. Donc qui va m'arriver à l'esprit. Sauf que bon. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de lire la Non, mais non, parce que moi je l'ai lu sans vraiment sans connaître toute l'histoire. Donc, j'avais même pas vu le travail graphique qu'il avait fait avant. Donc, d'abord, ma relation à cette BD, elle a été d'abord sur le graphisme et la mise en page. C'est pas une BD tout à fait classique dans le sens des cases et une histoire qui va arriver, peu importe laquelle, épique, pas épique. On voit bien que c'est quelqu'un qui raconte quelque chose, puisque ça se passe à la première personne. Il n'y a pas de bulle, ça se passe à la première personne, il n'y a pas de phylactère machin avec des pommes, des booms et des paves dans ta face. Le dessin, il est très travaillé, mais aussi totalement épuré. Alors évidemment, comme c'est des souvenirs, moi ce que je me suis dit en le lisant, c'est une mise en avant des choses importantes. C'est-à-dire que là, ça parle essentiellement d'une relation entre deux personnes, un homme et une femme, un enfant. Enfin, deux enfants, un garçon et une fille, qui se suivent sur une longue période, puisque c'est jusqu'à l'âge de 60 ans, 7-8 ans quand ils se rencontrent, jusqu'à très vieux. Donc le travail graphique est vraiment très fort. Énorme, énorme. C'est super bien travaillé, les dessins, regarde, quand on voit ça. Alors j'étais par contre assez énervé quand je vois ça, moi, ça me gâche le plaisir. Alors ça, voilà, moi, ça me gâche le plaisir, c'est chiant, c'est la BD, après on n'y peut rien. Voilà. Ils auraient pu le faire en format l'italienne. Ouais, je sais pas. On peut le regretter. Voilà, ça m'agace. Voilà, si on peut montrer, voilà, ça c'est chiant. Mais bon, c'est pas très grave, parce qu'on a d'un côté effectivement le travail du graphiste, enfin du dessinateur, qui est vraiment très très beau, ça c'est magnifique. Qui marche vraiment. Ça va tout à fait dans le sens du propos et du sentiment qu'on a quand on lit cette bande dessinée. C'est-à-dire, c'est très à la fois romantique, parce que c'est de la romance d'enfant, nostalgique. Je vais faire référence à ma femelle qui l'a lu. Elle n'a pas aimé du tout. Elle n'a pas aimé du tout parce que ça renvoie quelque chose qui est pour l'être humain personnel, ou même pour tous autant qu'on est. C'est terrible. L'histoire, elle est terrible. Alors on peut trouver. Moi, je trouve ça absolument excellentissime. C'est-à-dire que c'est des sentiments qui moi me plaisent, ce qu'il racontait à l'intérieur. Mais je comprends tout à fait à quel point ça peut ne pas plaire. C'est-à-dire, ce livre raconte toutes les choses à côté desquelles on peut passer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a notre vie. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait autrement, si on avait rencontré quelqu'un d'autre? Parce que là, on va chercher le point de rupture. Alors l'histoire, elle est simple, c'est ce petit garçon et cette petite fille qui sont tout le temps ensemble et à un moment donné, ils ne sont plus ensemble. À cause des parents. Voilà, à cause des parents justement. Même pas à cause des parents, parce que c'est pas sa mère à lui qui lui interdit d'aller voir la gamine. On va pas déflorer. Voilà. Mais le truc, c'est comment des vies comme ça se séparent, se retrouvent 50 ou 60 ans plus tard. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse et qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je dis que cette espèce de mise en page, avec le décor qui disparaît, où il y a juste l'essentiel, cette petite fille qui court autour, qui joue, c'est ça que le mec a retenu par rapport à la petite fille qui tourne autour, mais c'est ce qu'elle a retenu de l'autre côté. C'est-à-dire que la vie que lui imagine qu'il aurait pu avoir par rapport à elle, les relations, les sentiments, ce qui était important pour lui,
n'a rien à voir avec sa sensation à elle, etc. Et tu peux vivre pendant 50 ans en pensant quelque chose, construire ta vie ou regretter des choses qui finalement n'auraient vraiment pas eu lieu. Enfin, c'est assez complexe. Moi, ça me plaît. Moi, ça me touche. Alors, c'est pas drôle, c'est pas amusant, on va pas rire. Ça provoque des choses intellectuelles par rapport à la BD, par rapport à sa propre vie. C'est très psychologique. Maintenant que j'entends l'histoire de ce type, donc celle qui a raconté, le monsieur qui raconte ça, le rapport que l'illustrateur a eu avec, il y a une autre résonance. Mais en tout cas, c'est une bande dessinée qui est un peu particulière à lire. Je le redis, on peut tout à fait détester parce que ça provoque des choses en soi. Alors, pour que ça provoque des choses en soi, il faut être sensible à ça. Il faut être sensible à sa propre aventure, à sa propre histoire. Je ne sais pas si ça peut toucher vraiment des gens de 20 ans, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il faut vraiment avoir un vécu, tu crois? Pas un vécu, mais il faut une approche de la vie. C'est-à-dire il faut être peut-être passé à côté de choses soi-même. C'est-à-dire je ne suis pas certain qu'à 20 ans, cette BD m'aurait parlé. Parce qu'à 20 ans, je n'avais pas conscience de choses à côté desquelles j'étais passé, de choses qui… je n'étais pas forcément conscient des choses qui allaient avoir un impact sur moi. C'est avec l'âge que tu as le recul de « Ah mais oui, ah mais, c'est comme ça que j'étais perçu, c'est comme ça ». Ça, tu t'en aperçois après. C'est que quand tu deviens un peu âgé, que tu t'aperçois que l'image que tu avais ou que tu renvoyais quand tu avais 16 ans, 15 ans, 10 ans, ce n'est pas la même que toi tu avais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi une façon de comment tu te rappelles de tes souvenirs d'enfance, parce que effectivement, tu vois, les deux ont vécu les mêmes expériences et les deux ne vont pas avoir du tout le même retour à l'âge de 60 ans. C'est ce que je dis. Alors la question est de savoir lequel est-ce qu'il y en a un des deux qui a la vérité ou pas? Mais si, ils ont tous les deux la vérité, on s'en fout. Chacun a sa propre vérité, on s'en fout de ce que lui croyait, elle croyait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Elle a raison, elle a sa vérité, lui il a sa vérité. D'abord, si tu penses qu'elle était amoureuse de toi, enfin tu penses que cette personne, on va dire, voilà, il pense qu'il était amoureux, pas amoureux, enfin ils s'entendaient bien. Imaginons que tu te dis, elle est amoureuse de moi, d'accord? Ça te transforme. Oui. Tu n'as pas la même manière de bouger, de parler. Donc, cette façon que tu as de t'exprimer, de vivre ces moments-là, c'est ta vérité. Tu t'en fous que ce soit vrai ou pas. Ouais. Tu t'en fous de t'apercevoir 50 ans plus tard qu'en fait, elle n'était pas amoureuse de toi. C'est pas ça vraiment le sujet du tout. Il n'est pas question d'amour ou pas amour dedans. Hein. Mais bon, tu vois ce que je veux dire? Y a pas, à ce niveau-là, il n'est plus question, à mon sens, hein, je peux me tromper, mais il n'est plus question de vérité ou de pas de vérité. C'est-à-dire que moi, personnellement, par exemple, ce que j'ai eu de ma vie, je me suis rendu compte à un moment donné que la manière dont moi je me percevais quand j'avais 15-16 ans ou 20 ans, et la manière dont les gens me percevaient, ce n'était pas du tout la même chose. Mais moi, j'ai vécu ma vérité à cette époque-là. Elle a fait ce que je suis maintenant, ce que je croyais. Et la manière dont les gens me percevaient, ça a provoqué chez eux des comportements qui sont leur vérité. On s'en fout. Ce n'est pas une question, tu vois. C'est pas… Donc oui, tu penses que cette personne t'aime, mais elle ne t'aime pas. Ce n'est pas grave. Tu vois ce que… Oui, mais c'est ça qui est intéressant dans le bouquin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement, c'est que Coop, alors est-ce que c'est un livre qui traite du regret ou pas? Ça, c'est une question parce que finalement, la philosophie de Coop, c'est de dire que les choses se passent, on les vit, ça ne sert à rien de se poser des questions après, etc. Mais mine de rien, même s'il dit que ça ne sert à rien, il faut toujours aller plus de l'avant, mine de rien, chaque fois, il revient. Là, pareil, cette personne-là avec qui il avait pu un moment de relation après l'enfance, il va essayer de la revoir régulièrement. Donc, tout en disant, je suis très détaché des choses et des gens, je reviens quand même régulièrement. Et c'est quelqu'un qui, à l'âge de 70 ans, se rappelait, c'est ça qui est extraordinaire avec lui, à l'âge de 70 ans, il se rappelle énormément de souvenirs et de gens, de relations qu'il a eues, et ce n'est pas des événements essentiels, ce n'est pas des événements qui choquent, c'est la vie quotidienne. Et il arrive encore à se rappeler ces moments-là. Et après, voilà, on peut aussi aborder aussi l'aspect graphique, parce que là, c'est extraordinaire. Alors, tu travailles avec des photos? Alors justement, je ne sais pas, j'ai eu une discussion là-dessus avec un copain libraire, je dirais, mais on s'en fout. Oui, on s'en fout. On s'en fout, c'est tellement beau. Ouais. La question, ce n'est pas de savoir la technique, la question est de savoir qu'est-ce que a voulu exprimer Guibert, comment est-ce qu'il a voulu interpréter ça graphiquement. Et là, on a quelque chose qui est qui est extraordinaire. Et en plus, la mise en couleur, c'est la première fois où je vois ce travail-là chez Guibert en couleur. Est assez fabuleuse, franchement. En tout cas, ça colle parfaitement au propos, au thème. Voilà. C'est rigolo. Bon, je viens donc d'apprendre cette relation, mais on n'a pas besoin pour le lire et l'apprécier ou se faire sa propre. Parce que après tout, moi, ce que j'en retiens, pareil, une question de vérité ou de… Moi, ce que j'en retiens, ça me regarde.
c'est ma vérité, peu importe si c'est ce qu'il a voulu faire ou pas. C'est le principe du Moi, je livre. me construis à partir de ça. Donc voilà, ce qu'il faut dire sur cette bande dessinée, c'est que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est pas une BD classique qui va. On est dans le roman graphique. Voilà, on est dans le roman graphique, ça provoque des sentiments. Il y a une démarche intellectuelle à avoir parce qu'on peut trouver ça complètement plat et sans intérêt si on cherche pas vraiment ou si on n'a pas soi-même des questions. C'est pas des questions existentielles, mais si on n'est pas Faites curieux. attentif à la vie à laquelle on est, à notre propre vie et celle des autres. Voilà. Donc c'est un livre pour les gens qui sont curieux. Si vous ne connaissez pas justement la BD, indé, à l'association, etc., moi je vous conseille de commencer. Effectivement, c'est aussi des bons moyens de découvrir parce que le travail graphique est à la fois abordable, parce que toi c'est pas très pas compliqué, mais en même temps c'est très très lisible et graphiquement fabuleux. Martha et Alan, Voilà. d'Emmanuel Guibert, d'après les histoires racontées par Ingram Kopp à l'association. Ça coûte quoi, 15 €? C'est marqué Ça dessus. coûte exactement 23 €. 23 €. Bien, j'espère qu'on vous a donné envie ou pas. De toute façon, on s'en fout. Hein. Moi, je l'ai lu et puis ça m'a fait plaisir. Moi, je voulais en merci parler. Christophe Je t'en prie. d'être venu jusque-là. Voilà. Et puis, on va se retrouver pour d'autres BD un petit peu plus tard dans Plein d'autres. d'autres strip tracks. Ouais. Il est temps de regarder ses caméras, d'ordre l'objectif et de dire Generai.